effectivement à 46 ans sur cette moto. Et Arthur Rimbaud, vie fulgurante, qui écrit entre 15 et 19 ans, écrit des miracles de mots que l'on retrouve dans cet été avec Rimbaud. C'était un génie dès l'adolescence, Rimbaud. Il faudrait s'entendre sur la définition de ce mot. Ouais. C'est un peu un mot valise, un mot fourre-tout qu'on utilise dès que quelqu'un présente une espèce de singularité, et la sienne a été très forte. Alors lui, il était quoi? C'est-à-dire qu'à 15 ou 16 ans, il a senti qu'il y avait une voix en lui. Il l'a dit, hein. Je sens quelque chose qui est en train de monter en moi. Il écrit ça à son professeur, et ce quelque chose, c'est une voix qui lui permettait d'inventer des fulgurances, des expressions sublimes qui sont restées encore aujourd'hui dans qui nous ont imprimé. Le jeu est un autre. Le jeu est un autre. L'amour est à réinventer. Le dérèglement de tous les sens, abracadabrantesque, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler des poncifs, c'est-à-dire ce sont des expressions toutes faites, mais quand on en est de la source, c'est qu'on a véritablement en soi une espèce de résonance. Et quand on est écrivain, on jalouse ce talent? Non, mais enfin, vous savez, on jalouse ceux qui jouent dans votre cours. Alors moi, vraiment, c'est pas une question de jalousie, on admire. Ouais. Il faut qu'il y ait toujours l'admiration avant la jalousie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on écrit ça entre 15 et 19 ans, et puis après, c'est pas la partie, honnêtement, aventurier qui vous fascine chez lui. C'est plutôt ce mystère, cette énigme, j'imagine. Elle est encore là, cette énigme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe quand on regarde une comète, c'est-à-dire qu'elle s'allume, elle arrive, elle brille, elle illumine le ciel, et puis elle s'éteint et elle disparaît. Et lui, c'est ce qui s'est passé. Il a écrit entre 15 et 19 ans deux recueils, deux tout petits recueils de poésie, Une saison en enfer et Les Illuminations, et puis après, plus rien. Alors, ce qui s'est passé, Rimbaud, c'est ça. Ce sont les mots, ce sont les vers. Après, il y a l'aventure africaine avec ces années qu'il a passées à faire du commerce pendant 10 ans d'une manière abominable sur les routes du Yémen, et puis il a fini par se perdre et mourir. Mais il faut retenir son passage sur Terre. Ce sont ces poèmes qui ont été offerts, qui ont été donnés et qui sont sublimes. Vous perdez plus dans la poésie ou dans les voyages? Vous vous trouvez dans les deux? Non, mais moi j'aimerais me perdre dans la poésie, mais j'en suis incapable. C'est plus facile de mettre un pas devant l'autre que de réécrire le monde avec les vers. Car le projet de Rimbaud, c'était pas uniquement de raconter ce qu'il avait fait, c'était de réinventer le monde. Ah oui, il voulait tout découvrir, tout savoir sur tout et réinventer le monde. Il voulait d'abord tout détruire et tout régénérer par les mots. Et c'est peut-être ce qu'il nous dit, on est en combien là, 140 ans plus tard, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que les mots sont le trésor que nous possédons tous en partage. Tout le monde possède le trésor des mots, à condition qu'il soit un homme, puisque c'est le propre de l'homme. Les mots. Et tout le monde peut essayer d'embellir la vie, de l'enrichir et de la bénir en ajoutant un mot à ce qu'il voit, au spectacle. Preuve que vous n'avez pas une passion toujours sur notre époque et ses nouvelles technologies. Vous le dites, Rimbaud n'a pas de GoPro, mais il a un propos, pas de drone, il a un regard, il n'a pas d'appareil, il a le verbe. Vous vous sentez si mal à l'aise avec cette hystérie des nouvelles technologies, le fait qu'on aille toujours très vite, le fait qu'on ne voit pas que le bonheur est parfois de l'autre côté de la rue, dans une forêt, dans une rivière, de prendre le temps de vivre, d'apprécier les choses simples? Je pense qu'il n'y a rien de moins poétique qu'un écran. Je suis désolé de dire ça devant vous, mais enfin... Aucun problème, j'assume. C'est d'ailleurs même de l'autre côté du miroir. Oui. Mais c'est d'ailleurs pas de cet écran-là que nous parlons, parce que vous le savez bien que l'écran dont nous parlons, quand nous parlons des écrans, c'est la technologie qui a fini par prétendre qu'elle allait remplacer notre psyché, notre intelligence. Quand vous avez un jeune homme de 15 ou 16 ans qui arrive devant le coucher du soleil et qui dit « Elle est revenue, quoi, l'éternité, c'est la mer, aller avec le soleil ». Il y a 3-4 mots et on voit une image immédiate et on n'a pas besoin du recours à l'algorithme pour se sentir en soi vibrer une émotion. Les Français, ils adorent ça, ils aiment la poésie, ça fonctionne même en librairie, ils aiment se promener tout simplement, ils ont été confinés. Trop à vos yeux? Vous parlez de l'administration, de ce pouvoir de l'administration, avec ces papiers qu'on avait besoin de montrer, tout ça vous a un petit peu énervé? Ah oui, mais enfin, écoutez, franchement, il ne faut pas faire trop le français. Si on fait le français, on va râler, on va dire que... Vous l'avez fait un peu? Je l'ai fait un peu, je veux bien d'ailleurs venir à récipicence, je veux bien battre ma cour. Allons vers la poésie, ouvrons deux choses, c'est les fenêtres, ouvrons les fenêtres, tombons les masques, comme le disait Sharon Stone, pas autre chose, mais enlevons les masques, et ouvrons les fenêtres et ouvrons les livres, car le livre est une fenêtre qu'on ouvre, et encore une fois,
Le petit Rimbaud, à 15 ans, dit « Je veux inspecter l'invisible ». C'est quand même merveilleux. C'est quand même autre chose qu'un écran. Derrière un écran, il n'y a rien. Un écran, c'est une opacité. Quand on tire un écran sur le monde, ben, on voit rien. Et quand on est un poète, ou qu'on prétend l'être, ou qu'on essaye de l'être, ou qu'on rêve à l'être, alors on essaye d'inspecter l'invisible. Sylvain Tesson, est-ce que j'aime en vous, bien évidemment, c'est me plonger là où je ne vais pas, effectivement, dans vos voyages lointains. Mais ce que j'aime aussi en vous, c'est que vous nous poussez, nous guidez et nous éveillez à cette idée qu'il est là le bonheur, on regarde. Bon là, c'était, effectivement, ça doit être l'un des chemins de Compostelle et l'un des sujets qu'on avait fait dans 13h15. Chacun apprécie à sa juste valeur son petit cours d'eau au bout de son jardin, ce moment de plaisir-là. Ça nous fait effectivement rêver quand on est enfermé. Comment encore mieux les apprécier? Et je ne sais pas si ce que vous dites est tout à fait exact. Je ne sais pas si chacun l'apprécie. C'est difficile d'abord de reconnaître quel est son paradis accessible, immédiat, et c'est difficile de se contenter de l'apprécier. Parce que les religions vous promettent la vie éternelle, les politiques vous promettent le progrès et la révolution, ça ira mieux demain, le changement c'est maintenant, vivement demain avec le RPR, qui que l'on soit de gauche ou de droite, c'est les lendemains qui chanteront, et les laborantins, les imposteurs de la Silicon Valley vous promettent le salut de l'humanité par des gadgets électroniques. Alors ça fait beaucoup de chimères, tout ça, pour se contenter du potager. Vous savez, Rimbaud disait « esclaves, ne maudissons pas la vie ». Mais écoutons-le, parfois elle se tient véritablement dans un champ rétréci, extrêmement accessible, la vie. Allez, je vous mets quelqu'un à l'inverse. Bon, il est français, il est un aventurier en quelque sorte. Stéphane Bancel, il est parti aux États-Unis, il a créé une boîte Moderna, il aurait pu rester ici. Il a créé ce vaccin, il y a participé, il y a cru. Est-ce que vous voyez en lui aussi une forme d'aventurier, d'audace, de capitalisme finalement efficace, même si derrière tout cela, bien évidemment, il y a le business des laboratoires, mais il a sauvé tellement de vies, peut-être. Oui, c'est très bien. Moi, je n'ai strictement rien. Je ne veux pas vous pousser à reconnaître la magie du capitalisme, hein, surtout pas. Mais non, vous voulez dire ce phénomène qui consiste à réduire l'intervalle entre le moment où on a besoin de quelque chose et le moment où on se débarrasse de la chose pour en avoir à nouveau besoin. Voilà. Non, bien sûr, loin de moi l'idée de me livrer à une critique. Je trouve ça formidable, c'est très bien. D'abord, c'est l'esprit d'entreprise. Alors ça gêne. Voilà, c'est tout à coup, quand il y a un mur devant soi, on n'a pas 36 solutions. Soit on fait demi-tour, soit on l'escalade. Et lui, il était tout droit. Et je peux vous dire qu'il y avait des trous avant d'arriver là où il est arrivé. On peut faire le bélier, mais c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a un exercice de la volonté. Alors moi, je m'incline, je dis bravo. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce qu'on va être capable, parce que c'est une question récurrente, ça fera la une de la presse, et peut-être même de beaucoup de littérature, est-ce qu'on va être capable de nous sauver de nous-mêmes, de nous sauver des complotismes, des paranos, des chercheurs, des boucs émissaires que les uns et les autres nous imposent? Il est où le chemin selon vous? La question du complotisme, on la connaît, c'est une espèce de sentiment qu'on a raison contre tous, et c'est un sentiment autoproclamé d'intelligence à très bon compte, puisque je suis tout seul à connaître la vérité. Enfin, c'est une très très vieille idée. Il y a très probablement des hommes préhistoriques qui savaient ce que voulaient les mammouths dans les grottes. Nos peurs qui arrivent, nos peurs aujourd'hui, la fracture et la ligne politique dans l'année qui va arriver, et vous intéressez à la politique, parce que je le sais, parce que vous aimez ce pays, ça va être la peur. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je n'ai pas le remède. Mais il y a quelque chose qui est méprisé, qui est mésestimé, qui est le recours à la beauté de l'art, à la beauté de l'homme, à la beauté de la nature. C'est un mot d'ailleurs qui n'est jamais prononcé par les hommes politiques, qui, je vous l'accorde, vous les recevez suffisamment ici pour voir que leur langage s'est effondré. Mais le mot de beauté n'est jamais prononcé. Et qui est-ce qui se charge de parler de la beauté? Ce sont les poètes. Alors il faut ouvrir les livres de poésie, lire et savoir que les poètes, à un moment, saluent la beauté et cessent de l'injurier. La poésie, un été avec Rimbaud et avec Sylvain Tesson, lisez, que ce soit ce livre ou d'autres encore, parce que effectivement, si c'est la clé pour qu'on aille un petit peu plus loin au-delà des peurs, ça serait pas mal. Je vous retrouve dans un instant parce que j'ai rendez-vous avec une jeune femme.